Oui, salut Tim. Tu m'entends bien? Alors en fait, je voulais juste te demander si tu peux enregistrer comme la dernière fois les poèmes qui vont être générés sous forme d'un fichier texte. Tu sais. C'est toujours en train d'enregistrer, d'accord. Tu les as lancés sur le même serveur que la dernière fois? D'accord. Ok. On a lancé un logiciel qui produit de la poésie artificielle sur un data center, euh, qui produit de la poésie sur le thème de l'amour. Et du coup, moi j'ai pris la décision de photographier le data center avec une caméra thermique pour voir si il ne serait pas en train de tomber amoureux. Et en fait, le fait est que quand tu fais produire de l'intelligence artificielle sur un data center, il chauffe automatiquement parce que ça demande énormément de ressources. Et du coup, tu as des trucs comme ça où en fait l'endroit où ça travaille donne une source incroyable de chaleur, quoi. Donc ça donne un côté un peu poétique à un projet sur une... comment dire, sur une... tu vois, c'est comme si tu voyais l'amour passer dans la tuyauterie, quoi. Il y a un fond de questionnement écologique parce qu'on sait que, alors j'ai plus les chiffres précis, mais ça pollue, enfin ça crée énormément de chaleur, donc il faut le refroidir. Donc le refroidissement c'est de la clim et ça pollue énormément. Et je pense que le numérique, je sais plus le chiffre, mais c'est 3% des émissions mondiales en gaz à effet de serre, quoi, donc c'est énorme. Après ce projet-là n'a pas vocation à questionner ça, mais on parle quand même de chaleur, on voit les infrastructures. Certaines parties qui s'échauffent fortement, donc ça laisse penser à ça, mais là c'est vraiment... ce projet, il y a vraiment un côté plus poétique et questionner l'informatique, la technologie, est-ce qu'elle sera un jour capable de ressentir des émotions, de tomber amoureuse en fait. Et du coup ça questionne, est-ce qu'un jour ces technologies auront une conscience ou auront une capacité de vivre au-delà d'un simple support physique. Le projet, il y a un peu une espèce de malaise comme ça qui s'installe parce qu'on ne se rend pas compte de... On ne sait pas ce qui se passe dans ces tuyaux, mais on voit que ça génère de la chaleur, et on sait que c'est lié à l'amour et à la perception qu'a une machine de l'amour, quoi. Là, plutôt un essai que la vraie phase de conception, mais en gros, c'est toujours un travail autour de la 5G, et notamment autour des satellites qui sont envoyés dans l'espace pour fournir de la 5G partout dans le monde. Et donc, en fait, j'utilise un drone auquel je pends une lampe torche pour essayer d'imiter les faisceaux d'ondes électromagnétiques qu'on va recevoir quand on aura ces infrastructures de 5G qui seront prêtes, quoi. Et donc je fais ça dans la nature encore une fois parce que toutes ces innovations font qu'il n'y aura plus aucune parcelle de nature épargnée, quoi.
Ouais, c'est une forme de métaphore puisque les ondes électromagnétiques ne sont pas visibles par l'œil humain dans le spectre visible, donc il faut trouver un moyen de les représenter ou d'en créer une métaphore. Donc ouais, je trouvais que ça c'était le plus fort parce qu'on voit que c'est pas du montage, mais on se demande d'où ça vient. Donc il y a tout ça réveille tout plein de sensations et de peur par rapport aux extraterrestres et des choses comme ça, donc c'est intéressant quoi. C'est un projet que j'ai appelé Ministry of Privacy, donc en français c'est dire le ministère de la vie privée, c'est un clin d'œil au roman de Orwell 1984. Moi je me suis intéressé à cette région parce que c'est la première fois qu'un gouvernement utilise de façon aussi systématique la technologie comme outil d'oppression, c'est-à-dire que c'est probablement la zone la plus surveillée au monde. La Chine est leader dans tout ce qui concerne les technologies de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, et en fait ils mettent toutes ces technologies au service d'une politique de répression pour surveiller et opprimer les minorités ethniques du Xinjiang comme les Ouïghours, quoi. Donc en fait ça se traduit par des caméras tous les 30-40 mètres dans la rue. Pour donner un exemple, dans un taxi il y a 3 caméras, il y en a une pour le chauffeur, pour le passager et une pour la route. Et ça, c'est dans tous les taxis de toute la région. Et donc, en fait, moi, je me suis intéressé à ça parce que c'est une dérive de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire que c'est un outil qui est censé améliorer la sécurité, ou qui a peut-être d'autres avantages que je ne connais pas, mais qui là est clairement utilisé comme moyen pour décimer une population et surtout pour créer une espèce d'ambiance de terreur, de surveillance accrue, quoi. Alors une photo qui me marque dans ce projet particulièrement, c'est une image d'une dame seule qui marche dans la rue. Et en fait, elle marche dans une rue qui est dans l'ancienne ville de Kashgar. Et en fait, on voit derrière que tout est complètement délabré et détruit. Et c'est une des rues que le gouvernement chinois a commencé à détruire parce que c'était un habitat traditionnel ouïghour, quoi. Donc c'est assez terrible parce qu'on la voit... On sent qu'elle n'a pas les traits en fait, d'une chinoise traditionnelle. Et en fait, moi, ce qui me plaît, et c'est très personnel dans cette photo, c'est que c'est quand je l'ai photographiée, elle, que j'ai compris que j'allais utiliser le logiciel de reconnaissance faciale. Et donc c'est elle qui a un peu lancé cette idée, parce que quand j'étais sur place, j'ai essayé 1 jour et demi plus ou moins de faire des photos de caméra, ça marchait pas. En plus de ça, j'étais harcelé par les flics qui me suivaient, qui m'interrogeaient, enfin c'était assez rude, et en plus j'avançais pas dans mon projet, donc j'étais vraiment emmerdé, quoi. Et du coup, elle, ça a été un peu ma respiration, parce que je me suis dit, putain, ça y est, j'ai mon idée, j'ai mon concept, quoi. C'est une zone qui est fermée aux journalistes, fermée aux artistes, donc j'ai dû me faire passer pour un pseudo-touriste. Pour essayer de photographier ce qui se passait là-bas et de raconter en fait comment ils utilisent la technologie à des fins oppressives. Et sur place, en fait, j'ai réalisé que ça allait être impossible de travailler comme je voulais, parce que dès que je photographiais des caméras, des polices ou des check-up ou n'importe quoi qui soit lié à l'ordre chinois,
j'étais arrêté en fait, systématiquement. Donc voilà, donc en fait ma façon de procéder, c'était la journée, je me faisais vraiment passer pour un touriste et je photographiais en fait les gens, les Ouïghours, les Kazakhs, enfin tous les gens qui n'étaient pas chinois traditionnels quoi. Donc j'avais des photos neutres entre guillemets que je pouvais montrer aux autorités quand ils m'arrêtaient pour leur dire bah, tenez voilà j'ai pas fait de photos de caméra, je suis un touriste, j'aime bien faire des photos de gens quoi. Alors maintenant, moi, je continue à m'intéresser à cet aspect-là, je dirais, socio-politique de la technologie, comment c'est utilisé comme arme à des fins politiques ou sociopolitiques, mais je m'intéresse aussi de plus en plus à l'impact et aux dégradations environnementales liées à la technologie et à son usage généralisé, quoi. En gros, c'est une sculpture qui prend la forme d'une espèce de plante un peu mutante. Je me suis inspiré d'un art japonais qui s'appelle l'ikebana. Et au bout des perches à selfie, donc, j'installe des vieux smartphones usagés qui diffusent des vidéos des gros plants de fleurs en fait, qui fleurissent ou qui vivent selon les saisons. Je voulais absolument faire quelque chose avec une perche à selfie parce que je trouve le matériau à la fois hyper esthétique et à la fois hyper représentatif de notre société, quoi. C'est assez fou et c'est drôle aussi de le détourner de sa propre utilisation parce qu'il y a beaucoup d'œuvres et d'artistes qui utilisent la perche à selfie pour questionner notre rapport à l'identité, au numérique et tout ça. Et moi, je voulais complètement sortir de ça et l'utiliser juste pour sa force plastique et le côté hyper basse qualité, consommable en fait. Ouais. Pareil, la digitalisation de la nature, c'est un truc qui me passionne parce que c'est très dystopique. C'est se dire qu'un jour, on n'aura plus accès à la nature à cause de je ne sais quelle catastrophe. Et donc on sera obligé de consommer de la nature de façon numérique sur les écrans. Et donc là, en fait, les écrans diffuseront sur chaque fleur, j'ai envie de dire. Chaque bout de tige, en tout cas, ils vont diffuser un gros plan d'une fleur différente. C'est pas du tout travaillé, là, c'est juste l'installation. Mais après, on peut vraiment s'amuser, pour le coup, comme un fleuriste ou comme un maître de l'ikebana japonais. On peut vraiment travailler sa composition. C'est un peu comme une fleur, ça change tout le temps, quoi. En fait, je me suis basé sur une étude qui étudie la santé des arbres qui sont à proximité d'une antenne relais. En fait, cette étude dit que quand on prend un arbre et qu'on regarde le côté qui est exposé à l'antenne, les feuilles et les branches sont en moins bon état que le côté qui est derrière le tronc et qui n'est pas exposé à l'antenne. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai imaginé une installation un peu dystopique, futuriste encore une fois, qui imagine en fait que l'arbre, quand on sera bombardé de 5G et d'autres données mobiles dans tous les sens, l'arbre finira par créer lui-même un espèce de rempart et une espèce de protection, contre ces ondes pour rester en vie. Et donc en fait le gros challenge c'est en mettant de l'aluminium on arrête la photosynthèse et donc en fait il faut là je fais des essais en gardant l'arbre dans son milieu naturel pour voir comment il réagit, mais il faut que je fasse en sorte qu'il puisse avoir assez de lumière pour continuer à vivre en fait.
travaille sur un projet autour de la 5G et de l'impact du déploiement de la 5G sur la nature, l'écosystème plus largement. Je me base sur des études en fait, qui racontent que le déploiement de la 5G pourrait être probablement, en plus d'être dangereux pour l'homme, pourrait être dangereux pour l'écosystème, que ce soit les animaux ou la nature, les arbres, la végétation. Pour ça, en fait, il y a plusieurs étapes. La première, c'est que je cherche à faire des images très esthétiques de plusieurs écosystèmes différents. Là, on est à la montagne dans les Pyrénées. En fait, j'essaie de faire un panorama d'images très esthétiques d'écosystèmes. Pour rendre une espèce d'hommage à la nature, c'est des images qui donnent à voir la beauté de ce qui nous entoure, de la nature qui n'est pas encore touchée par l'homme. Et là-dessus, en fait, je viens exprimer la dangerosité de la 5G. J'utilise un micro-ondes qui est un petit peu trafiqué. Et ce micro-ondes, en fait, balance des ondes électromagnétiques sur les tirages des photos que je fais ici, ce qui détruit le tirage du fait du rayonnement et de la chaleur, et ce qui donne à voir en fait, une espèce de métaphore de l'impact du déploiement de ces technologies qui sont censées nous relier, mais qui vont surtout, selon plusieurs études et à mon avis, poser pas mal de soucis pour l'écosystème, quoi. En fait, j'utilise un micro-ondes parce que quand on se renseigne un peu, on réalise que les ondes électromagnétiques qui sont utilisées pour la téléphonie mobile, donc la fréquence, la longueur d'onde de ces ondes-là est la même que celle qu'on utilise dans un micro-ondes pour faire chauffer nos aliments. La 5G va nous connecter, mais pour moi on est déjà très connecté, voire trop connecté. Ça crée énormément de problèmes d'addiction aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'en fait les réseaux sociaux ne font que nous éloigner et transforment notre façon d'agir socialement. Et donc se dire qu'on développe une nouvelle technologie pour aller encore plus vite, pour pouvoir télécharger un film en une fraction de seconde n'importe où dans le monde, se dire que cette technologie détruit en fait le vrai spectacle qu'est la nature, c'est quand même assez révoltant. Alors évidemment, il y a tous les lobbies qui font des pressions monstrueuses pour dire que non, effectivement, ça ne va pas détruire, ou en tout cas ce sera minime, mais en fait, ça fait maintenant, depuis les 30 Glorieuses, que toutes les sociétés, les grosses industries raisonnent comme ça, et on voit le résultat, on est dans une situation écologique assez catastrophique. Et donc pour moi, la 5G et son développement, c'est juste un pas de plus vers la fuite en avant technologique, quoi.